Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé samedi dernier à Niamey la formation d'une confédération des États sahéliens. C'était lors de leur premier sommet, organisé à la veille de celui de la CEDEAO, une organisation qu'ils ont pris la décision de quitter au début de l'année. Prétexte, contexte et enjeu de la création de cette confédération, c'est avec un reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Razak Idrissa et l'analyse de Paul Yombo. Il est expert en relations internationales, enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Nous parlerons ensuite du rôle des médias dans le Sahel, dans les pays dirigés par les militaires et dans un contexte de crise sécuritaire et politique. Certains médias sont souvent accusés d'envenimer la situation. Nous écouterons les avis de quelques habitants de la région. Le fait marquant de la semaine, c'est la désignation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme médiateur auprès de l'Alliance des États du Sahel. Pour savoir ce qu'on en pense au Sénégal, nous retrouverons Maké Danyoko, journaliste et fondateur du groupe Al-Kouma, partenaire de VOA Afrique basé à Tambacounda. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko. Il a rencontré un déplacé qui a obtenu son baccalauréat dans les conditions de vie précaires que lui ont imposé la guerre dans son pays. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de s'unir au sein d'une confédération dite des États du Sahel. Les chefs militaires de ces trois pays ont signé l'acte constitutif de la dite confédération lors de leur premier sommet tenu samedi à Niamey, marquant ainsi leur rupture avec la CEDEAO. Plus de détails, suivons ce reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa. À l'ouverture déjà, l'hôte du sommet, le général Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, a donné le ton. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la confédération Alliance des États Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères. Les trois États décident ainsi de franchir une nouvelle étape vers leur intégration. Résolu de procéder à la refondation de nos États en se basant sur nos valeurs historiques, socio-culturelles, soucieux de créer un espace souverain de sécurité, de paix et de prospérité. Résolu à coordonner notre action diplomatique en vue d'unir nos positions et de parler d'une même voix sur la scène internationale, avons décidé solennellement de la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Au sein des populations nigériennes, la création de cette confédération est plutôt bien accueillie. C'est une bonne chose puisque une confédération, c'est quoi? C'est une association des États indépendants qui se réunissent, qui délèguent une partie de leurs prérogatives à un organe central pour faire face à certaines difficultés. Actuellement, les pays ont les mêmes problèmes. Les pays de l'Iptako, comme on les appelle, l'Iptako Gourma, ont les mêmes difficultés. Si on se situe dans la perspective panafricaniste, je me dis que c'est un premier pas. Et puis, compte tenu des éléments qui sont contenus dans la déclaration de Niamey, on se dit que, quelque part, ces gens-là, ils sont rappelés peut-être de motivations des pères des indépendances. L'avenir et le succès de cette nouvelle institution
dépend, selon ce journaliste, d'un certain nombre de conditions. La principale condition, c'est que les trois régimes restent aussi longtemps que possible et font chemin ensemble. Et que même s'ils vont vers des élections, ces régimes, il faut qu'ils aient un chronogramme qui coïncide pour les trois pays. Autrement, si un n'est plus là, ce n'est pas évident que cette démarche se poursuive. La Confédération des États du Sahel se dotera d'instruments propres, une banque notamment pour le financement de sa politique économique et sociale, des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace seront également mis en place. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Abdul Razak Idrissa, l'auteur de ce reportage que nous retrouvons en direct de Niamey, la capitale du Niger. Bonsoir Abdul Razak. Bonsoir Mamadou. Alors, on vient vers vous pour avoir les derniers échos de cette annonce de création d'une confédération annoncée samedi dernier par les dirigeants de l'AES. Alors, Abdul Razak, est-ce qu'on a les derniers échos qui permettraient de dire que la confédération est en train de se matérialiser? Est-ce qu'il y a des actes concrets qui ont été commencés à être posés dans ce sens-là? Disons pour l'instant, c'est un peu tôt de dire qu'il y a des actes puisque la conférence, disons le sommet s'est tenu samedi dernier. Donc, il y a exactement 48 heures, donc au cours duquel la création de cette confédération a été annoncée. Il y a eu des annonces de plusieurs instruments qui vont donc matérialiser donc l'effectivité de cette confédération. Mais pour l'instant, à 48 heures, on imagine donc que c'est assez tôt que l'on voit des éléments matériels de la concrétisation de la création de cette conférence, disons de cette confédération sur le terrain. Oui, alors, on n'a pas encore d'actes concrets, Abdul Razak, mais on sait qu'au lendemain du premier sommet de l'AES, il y a eu un autre sommet, le sommet de la CEDEAO, au cours duquel des dirigeants de l'organisation ont plaidé pour que l'AES recule et que les trois pays concernés reviennent dans les rangs. Est-ce qu'il y a des réactions du côté de Niamey ou peut-être du côté de Ouagadougou ou du Mali? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport aux décisions, aux annonces qui ont été faites pendant le sommet de la CEDEAO? Alors ici à Niamey, il n'y a pas eu en tout cas, et même dans les deux autres capitales, Bamako et Ouaga, il n'y a pas eu de réaction officielle. Mais on sait par exemple que de retour de Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères sur la chaîne nationale malienne a été invité où il est revenu sur la tenue de ce sommet. Alors mais c'était pas une réaction, disons, on va dire à ce qui a été décidé au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais il a annoncé et rappelé qu'à Niamey, les chefs d'État des trois pays de l'AES ont été très clairs et on l'a entendu tout de suite dans le reportage. La décision de retrait est irrévocable et elle a été annoncée sans délai. Donc c'est la réaction officielle puisque vous savez que au sommet de Niamey qui a annoncé donc la création de cette confédération, la direction de la confédération pour l'année 2024-25 plutôt a été confiée au Mali. Donc la réaction, les propos du ministre malien des Affaires étrangères peuvent plutôt être considérés comme une réaction officielle de l'AES, même s'il a parlé en tant que ministre des Affaires étrangères du Mali. Alors ici à Niamey, les citoyens interrogés au lendemain de l'annonce de la décision de la CEDEAO de demander à travers le président Diomaye Faye d'essayer de rapprocher ces trois pays de revenir. La décision a été commentée dans les médias à travers des réactions que les journalistes ont recueillies. Beaucoup ont répété qu'ils parlent de cela juste parce que justement dans le communiqué final de la CEDEAO, de la conférence de la CEDEAO, ils ont parlé de l'AES. Sinon, c'est un non-événement. En tout cas, pour beaucoup de citoyens dans la capitale Niamey, la page de la CEDEAO est tournée. Ils sont plus dirigés vers l'AES. Voilà. Merci beaucoup Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique au Niger. Et pour une analyse, retrouvons à Yaoundé au Cameroun Paul Yombo. Il est expert en relations internationales. Il enseigne à l'Université protestante d'Afrique centrale. Bonsoir Paul.
Paul Yombo. Bonsoir Mamadou. Voilà, Paul Yombo. Donc, avec vous, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette idée de création d'une confédération. D'abord, d'un point de vue juridique et politique, c'est quoi une confédération? Alors, une confédération, c'est une union d'États indépendants qui, par un ou plusieurs traités, délèguent l'exercice de certaines compétences à des organes communs qui sont donc destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines. Ce qui distingue ou qui sépare la confédération de la fédération, c'est que l'élément central qui est la souveraineté internationale, la reconnaissance de l'État, demeure aux États qui sont membres de la fédération. Donc la confédération n'aboutit pas à la création d'un nouveau sujet de droit international, comme quand il s'agit d'une fédération. Alors, selon vous, Paul Yombo, qu'est-ce qui explique la décision des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel de créer une confédération et pourquoi en ce moment précis, selon vous? D'abord, dans un premier temps, on doit écouter leurs propres propos. Quand on écoute les leaders des États de l'AES, ils évoquent un certain nombre de raisons. D'abord, l'enjeu sécuritaire. Effectivement, dans les dynamiques d'intégration régionale, il est à noter que l'élément déclencheur d'une dynamique intégrative, qu'elle soit sous la forme du fédéralisme, de la confédération, du consociativisme ou bien de l'intégration régionale classique avec les organisations internationales, c'est toujours guidé par un domaine des relations internationales où les États ont intérêt à coopérer. Une fois que ce domaine est identifié, il y a deux conditions supplémentaires. L'émergence de ce qu'on appelle techniquement un hégémon, c'est-à-dire qu'un État fort qui est capable de payer ce qu'on appelle les coûts des transactions, c'est-à-dire que de réunir les États, de s'assurer du respect des normes et des règles qui vont émerger au sein de la Confédération, dans le cas d'espèce, et aussi de sanctionner les États qui ne respectent pas les règles communes. Ça, c'est le premier élément. Il faut bien qu'on les écoute. Il y a donc effectivement des enjeux sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme. Maintenant, quand on les écoute avec une oreille un peu plus attentive, on se rend compte que il y a le rappel régulier du rapport avec l'ancien colon, notamment la France. Et effectivement, les États du Sahel, quand on regarde leur chronogramme et quand on regarde leur rhétorique, il y a une envie de se distinguer, de se démarquer des États de la CEDEAO qui considèrent comme étant à la botte d'anciennes puissances coloniales. De l'autre côté, il faut bien considérer la situation politique domestique de chacun de ces leaders. Il y a une quête de légitimité, une quête de consolidation de leur propre pouvoir et du pouvoir de leur régime. Et cette consolidation peut également se faire par l'institution d'entités internationales qui leur confèrent encore plus de légitimité parce que là, ils ont une dimension encore plus grande. Alors, Paul Yombo, comment concrètement pourrait se matérialiser cette confédération? On parle d'une possible force militaire conjointe, probablement d'une monnaie commune. Comment, selon vous, quel pourrait être, selon vous, le contenu de cette confédération? Déjà, il faut noter que aujourd'hui, en 2024, il n'y a formellement aucune confédération qui existe sur la planète. Donc, il n'y a pas d'élément de comparaison dans notre espace-temps spécifique. Il existe bien la confédération formelle entre la Biélorussie et la Russie, mais pour des raisons géostratégiques de divergence, elle n'est pas formalisée. Et donc, pour revenir au cas qui nous intéresse, l'AES, la matérialisation de la confédération varie énormément selon le contexte qui justifie l'émergence de cette organisation. Là, on nous parle de mise en commun d'outils de combat militaire, on nous parle de la création d'une banque centrale qui faciliterait donc les échanges entre les pays. Et donc, vous comprenez que si on parle de banque centrale, on parle d'une ribambelle d'institutions économiques. On peut supputer, par exemple, sur la création d'une union douanière. On peut également entrevoir l'existence de cours communes qui se chargeraient de l'application de ce droit communautaire, de ce droit confédéral qui, logiquement, devrait émerger de cette confédération. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication particulière. On n'a pas encore pu avoir accès à l'acte constitutif de la Confédération. Et quand on aura ces documents-là, on pourra se prononcer avec plus de précision. Et pour terminer, Paul Yombo, rapidement, est-ce que ce projet vous semble durable? Est-ce que vous pensez qu'il pourra survivre aux dirigeants militaires du Sahel actuellement? Ce qu'il faut noter, c'est que la force des institutions est évaluée à l'aune de deux critères. D'abord, la capacité à une institution à survivre aux conditions initiales de création
et ensuite la capacité de l'institution à faire respecter ses règles à ses membres. Alors, si on prend le premier critère, qui est le critère que vous évoquez, ça dépend en fait, en réalité, de la capacité de l'institution à s'imprimer comme un marqueur. Et donc, si vous regardez donc le discours des chefs d'État qui sont concernés, il n'y a pour l'instant pas un soubassement philosophique cohérent qui distinguerait l'AES de ce qu'on a connu, par exemple, dans les années 58, la fameuse Union des États africains qui concernait Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de la Guinée et Modibo Keïta du Mali. Je rappelle au bon souvenir de vos téléspectateurs que cette union a connu une fin funeste en 1962 du fait du rapprochement de l'un de ses membres et des États-Unis d'Amérique. On sait qu'au cœur de la rhétorique de l'AES, il y a aujourd'hui le besoin d'indépendance symbolique, politique, économique et militaire. Si l'Alliance n'arrive pas à atteindre ses objectifs sécuritaires, on pourrait craindre qu'elle connaisse le même destin que l'Union des États africains. Merci beaucoup, Paul Yombo. Vous êtes expert en relations internationales, enseignant à l'Université protestante d'Afrique centrale. Et pour terminer, protestante d'Afrique centrale. Et pour terminer sur ce sujet, voici quelques réactions d'internautes sur la page Facebook de VOA Afrique, où d'ailleurs est diffusé en ce moment ce programme Diao qui dit « C'est la politique, sinon tout le monde sait que l'AES ne peut pas exister sans les pays de l'actuel CEDEAO. » Adam qui dit « Chaque pays a le droit de rester, de quitter ou de former la communauté à laquelle il aspire pour le respect de ses droits et revendications légitimes, non à la communauté inféodée. » Jean-Baptiste dit « Quand la Mauritanie a quitté la CEDEAO, il n'y a pas eu beaucoup de bruit. D'ailleurs, on est libre d'y entrer et d'y sortir. » Agbosso Jérôme dit « Cette confédération, c'est une organisation sans avenir. Vive la CEDEAO. » Et puis Ousmane qui dit « La Mauritanie vit sans la CEDEAO. Quant à l'Alliance des États du Sahel, c'est un projet sans retour. » Un grand merci à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet. La suite de Focus Sahel, c'est dans un instant. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Évoquons maintenant le rôle des médias dans le Sahel. Dans les pays sahéliens en crise, les médias, notamment internationaux, sont souvent pointés du doigt par les gouvernements qui les accusent d'envenimer la situation en relayant les messages des personnes et organisations hostiles. La VOA a voulu savoir ce que certains habitants de ces pays en pensent. Voici quelques réactions recueillies par Gildas Da dans la capitale du Burkina Faso. L'accès à l'information fait partie des éléments fondateurs du travail de l'activiste. Donc avoir la possibilité d'accéder à une information avec un large spectre de variété, ça nous permet d'avoir d'abord la primeur de l'information et aussi d'avoir une vue beaucoup plus globale sur ce qui se passe dans le monde et dans nos pays africains en particulier. On ne peut pas dénier à ces médias internationaux un rôle majeur dans la promotion de la démocratie et des droits humains. De l'autre côté, aujourd'hui, on est à l'heure de la désinformation et de la mésinformation. Parfois, les médias internationaux, dans le prolongement de la politique des pays dont ils proviennent, parfois participent à des campagnes de désinformation ou de mésinformation. Donc, sur ce plan, on peut dire qu'on peut couper la poire en deux. Moi, j'ai fait la part des choses. Donc, tout ce qui est donc médias de propagande impérialiste et qui servent à être les instruments, qui servent donc les instruments de domination, je m'en méfie. J'écoute juste pour savoir leur orientation, mais je ne prends pas acte. Mais par contre,
je suis impacté par des médias qui donnent la bonne information et qui font le combat pour réduire les inégalités sociales de par le monde entier. Les médias indépendants qui font le travail des médias, évidemment, contribuent donc à la promotion de la démocratie et aux droits humains, parce qu'il permet aux citoyens de comprendre c'est quoi la démocratie et ils respectent les règles de la démocratie. Il rappelle même aux citoyens c'est quoi les règles de la démocratie et comment ils doivent être appliquées. Et quand il y a des déviations, ils disent à ceux qui sont en train de dévier que vous déviez, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la démocratie. Et que par conséquent, en le faisant, en dénonçant par exemple les violations des règles de la démocratie et les règles des droits humains, effectivement, ils contribuent fortement donc à la protection non seulement de la démocratie, mais aussi aux droits humains. Par contre, ceux qui font de la propagande impérialiste, au contraire, donc ils galvaudent le sens de la démocratie et effectivement, ils contribuent à la violation des droits humains. Les médias internationaux ont un impact significatif sur les avis des populations et des peuples. C'est des couteaux à double tranchant. Et le plus souvent, les puissances internationales utilisent ces médias pour des désinformations à l'égard des peuples, surtout des pays en développement. Les messages qu'on véhicule en Afrique, ce n'est pas les mêmes messages qu'on véhicule vers l'Occident. C'est ces médias qui font en sorte que les visions, les décisions, le plus souvent, ne trouvent pas l'appréciation du peuple. Par rapport à la démocratie, ces médias, moi je pense que oui, ils ont contribué pour les puissances internationales à faire véhiculer la démocratie dans nos pays. Mais la démocratie qu'ils ont véhiculée, ce n'est pas cette démocratie que nous voulons. Précisons que ces propos ont été recueillis par notre correspondant Abdul Razak Idrissa, c'est à Niamey, capitale du Niger. Passons maintenant aux faits marquants de la semaine. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu sur une ligne anti-système et souverainiste et qui a visité le Burkina et le Mali en mai, a été désigné dimanche comme médiateur auprès de l'Alliance des États du Sahel. Il a appelé à travailler, à rapprocher les positions et à tout faire pour éviter le retrait des 3 pays frères. Quel est le regard des Sénégalais sur la médiation de leur président? On en parle avec Maké Danyoko, journaliste et fondateur du groupe Al-Kouma, une station partenaire de VOA Afrique basée à Tambacounda. Bonsoir Maké Danyoko. Voilà, maintenant je suis OK. Voilà. Alors, Maké Danyoko, le président Bassirou Diomaye Faye, médiateur de la CEDEAO auprès de l'AES, qu'en disent les Sénégalais? Merci à la VOA. Et les opinions publiques sénégalaises sur la médiation du président Bassirou Diomaye Faye peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que les avantages et les handicaps perçus dans son rôle de médiateur, les résultats attendus et d'autres considérations politiques, sociales et diplomatiques. À mon avis, la CEDEAO des États est une réalité sur certaines questions, ce qui n'est pas forcément le cas avec la CEDEAO des peuples. Nos populations dans l'espace CEDEAO entretiennent des relations très solides que les décisions politiques de nos dirigeants n'impactent pas, surtout au niveau des frontières et des échanges. Je ne dirais pas que la rue manifeste une indifférence, mais une préoccupation plus importante. Quant à la presse, elle s'en est limitée au compte rendu que nous connaissons tous. Et à vrai dire, c'est un sujet qui ne passe pas pour les Sénégalais. Un sujet qui ne passionne pas vraiment les Sénégalais. Alors, il y a tout de même la création de cette confédération dans l'AES qui semble irréversible. Sur quoi le président Diomaye Faye peut négocier selon vous et quelles sont ses chances de succès? Voilà, il faut reconnaître que Bassirou Diomaye Faye, sa vision panafricaine. Maké Danyoko. Oui. Voilà. Je vous demandais ce que le président Diomaye Faye peut négocier parce qu'il y a une ligne rouge peut-être, le retour de ces pays dans la CEDEAO. Sur quoi le président Diomaye Faye peut négocier et quelles sont ses chances de succès? Rapidement. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit que
il faut reconnaître que Bassirou Diomaye Faye a une vision panafricaniste. Et la preuve en est que lors de la formation de son nouveau il a changé l'appellation du ministère des Affaires étrangères, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine. Et Bassirou Diomaye Faye est totalement opposé à la scission de la CEDEAO, c'est-à-dire au départ de ces États. Il l'a exprimé à plusieurs reprises. Hélas, il est arrivé au pouvoir au moment où les plaies sont béantes et aucune réconciliation ne semble possible pour l'instant. En d'autres termes, les chances de succès du président Bassirou Diomaye Faye sont très minces dans la résolution de cette crise. Nous avons tous suivi la sortie du ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, qui dit clairement que le retrait de son pays, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, est une décision irréversible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à part de ce moment? Il est important de préciser aussi que par rapport à l'idéologie du nationalisme, Bassirou Diomaye Faye est plus proche des militaires qui sont arrivés au pouvoir dans ces pays précités que de ses pairs de la CEDEAO. Oui. Alors, il s'y ajoute aussi que beaucoup pensent que la CEDEAO fonctionne grâce aux subventions des puissances étrangères et qu'au moment où je vous parle, on se rappelle aussi que beaucoup de pays membres de la CEDEAO ne sont pas à jour dans leur cotisation annuelle. Voilà. Alors, vous conviendrez avec moi. Malheureusement, Maké Danyoko, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Mais avant, on va parler de la note positive qui nous vient du Mali avec la reprise de la ville de Kidal dans le nord. L'État malien vient d'organiser les examens du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Fait remarquable, bon nombre de déplacés internes qui se sont présentés à cet examen l'ont réussi haut la main malgré les conditions difficiles. C'est le cas du jeune Amadou Tal qui a décroché son bac l'année dernière. Notre correspondant Mohamed Danyoko est allé à sa rencontre. Regardez. En ce début d'après-midi de vendredi, sur le site des déplacés du centre Mabili de Sogoniko, les chefs de famille s'entretiennent à l'ombre des arbres au moment où les femmes récupèrent des bons offerts par une ONG humanitaire. Amadou Tal, cahier en main, rejoint son groupe d'âge. Dans ce centre, depuis 2019, avec sa mère et son jeune frère, il a réussi à décrocher le bac l'année dernière. J'ai préparé mon bac en difficulté parce qu'il n'y a pas de l'éclairage dans notre maison. Je sortais en dehors pour prendre mes leçons. J'ai préparé mon bac en difficulté. Mais alhamdoulilah, j'ai passé. Le vœu d'Amadou Tal à son arrivée de continuer ses études a été exaucé par la Direction nationale du développement social et ses équipes qui accompagnent les déplacés, plus particulièrement les élèves. Chaque enfant qui arrive dans une localité, qui était déjà inscrit dans une école de son localité d'origine, est réinscrit sans autre frais, sans autre coût, gratuitement dans une école publique. Même si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, on l'inscrit et ensuite nous cherchons comment trouver le document d'état civil nécessaire pour que l'enfant soit mis dans ses droits. Ayant perdu son mari et quitté précipitamment Dialassagou avec ses deux enfants pour fuir les conflits, Amsatouli trouve du réconfort dans la réussite scolaire de son aîné. C'est aussi une source d'inspiration pour son cadet qui a réussi à son examen du diplôme d'études fondamentales. Nous avons fui les conflits et nous avons été bien accueillis. Mon fils a été inscrit à l'école et aujourd'hui il a eu son bac. Je suis heureuse et reconnaissante. Ce sont des superviseurs satisfaits qui présentent le jeune Amadou comme un modèle de réussite dont doivent s'inspirer tous les déplacés. C'est une situation qu'ils n'ont pas choisie et que c'est le fait du destin. Donc de leur montrer qu'eux ils peuvent être l'exemple des autres, des petits frères qui sont sur les sites. Donc quand ils les regardent, je pense qu'ils peuvent leur servir d'exemple. L'étudiant en première année à la faculté des sciences administratives et politiques rêve d'être un décideur pour travailler à ramener et à consolider la paix au Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. En ce début d'après-midi de vendredi, sur le site des déplacés du centre. Stop et fin. Merci d'avoir écouté et regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site web voaafrique.com comme toutes les autres émissions produites par VOA Afrique.